L'initiateur des Meetup Business. Je vais l'appeler ici sous vos ovations, s'il vous plaît. Eric Nova, directeur de Porto. Moi, c'est Eric Nova. Je suis directeur général d'une agence de communication qui est basée aux Comores. Il faut dire que le Meetup Business a été initié depuis 2018. On a eu la chance d'avoir des invités de marque. Je pense que vous avez pu voir à travers les images projetées. Et ces personnalités-là ont partagé leur expérience à près de 3000 personnes. C'est vrai qu'en 2020, avec la Covid-19, il y a eu, on va dire, on a stoppé un peu, ce qui m'a même emmené à aller travailler aux Comores. Et on reprend la 3e saison. J'ai tenu quand même à être là parce que M. Ismaël Cissé, c'est quand même une référence. Parce qu'à la base, moi-même, je suis financier de formation. Donc, c'était pour moi important de savoir un peu plus sur son parcours, sa carrière et tout comme vous. Donc, c'est un honneur pour moi d'être en face de vous pour apprendre et partager l'expérience de M. Ismaël Cissé. Merci d'avoir effectué nombreux déplacements. Je pense qu'on va passer une très belle soirée. Nous allons apprendre un peu plus sur M. Ismaël et puis pourquoi pas échanger aussi avec vous pendant le cocktail. Merci. Alors voilà, je ne vais pas m'éterniser ici. Je vais vous laisser en compagnie de mon confrère Boni. Boni, tu viens s'il te plaît. Je suis Boni Wan, je suis aussi financier de formation, mais pour l'occasion, je serai le présentateur de ce meet-up. Avant de passer au tirage au sort des cartes de visite, j'aimerais demander à Mme Corinne, qui est la présidente de l'ONG Ovive, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Je suis Corinne D, la présidente de l'association dénommée ONG Ovive. Chez nous à Ovive, on dit au service de la vie, parce que nous nous mettons, comme le nom l'indique, au service de toutes les personnes qui sont en difficulté. Nous sommes généralement orientés vers les enfants, les jeunes et les femmes. Nous avons plusieurs objectifs. Entre autres, nous aidons et nous réinsérons les enfants défavorisés. Quand on parle d'enfants défavorisés, nous avons les enfants de la rue. Dans la rue, les enfants à parents indigents. Nous nous occupons aussi des femmes. On va dire tout le monde s'occupe des femmes. Mais les femmes ont besoin d'être instruites. Il y a beaucoup de femmes qui ne le sont pas. Et du fait du manque d'instruction, elles sont victimes de tout type d'exploitation. Mais ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est la Noël des enfants. Je vous disais tantôt que nous occupons des enfants en situation défavorisée. Et nous serons dans l'ouest du pays. Vous avez remarqué que très souvent, tout est concentré en Abidjan. Cette année, nous irons dans le département de Bangolo, dans l'ouest du pays, dans la sous-préfecture de Zéo. Nous avons 4 villages, Puissara, Kayi, Bewa et Dounondo. Parce que l'esprit de Noël chez nous, c'est pour que Noël n'oublie personne. Je vous remercie. Tout à l'heure, nous allons vous distribuer nos cartes d'invitation. Madame Olga Akindina, directrice Concerto West Africa. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la carte. Je souhaitais dire félicitations à M. Gamel en tant que local champion, comme on dit, pour ces initiatives. Donc, je suis mademoiselle Akindina Olga. Je suis la directrice générale du cabinet Concerto. C'est un cabinet spécialisé en affaires publiques et en relations publiques, qui est parisien à la base. On dispose de 4 filiales en Afrique, donc une en Tunisie, une à Abidjan que je pilote, une au Rwanda. Et donc ce qu'on fait principalement, on est basé sur 4 métiers. Le premier, donc, on est sur l'intelligence économique, donc tout ce qui est veille réputationnelle, tout ce qui est risque, tout ce qui est analyse pays. On est spécialisé aussi en conseil stratégique, communication stratégique.
Donc à l'intérieur, vous retrouvez tout ce qui est stratégie de communication de marque, tout ce qui est communication digitale. On fait de la e-réputation aussi, de la e-réputation, du lobbying et de l'influence. On fait beaucoup de communication, ce qui est institutionnel, si je peux dire ça comme ça. Le quatrième volet, je parlais de communication digitale aussi, principalement. Donc voilà un peu les trois volets. On travaille beaucoup avec tout ce qui est gouvernement, entreprise étatique, institutionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Madame Boga. Moi, je vais m'attarder sur la partie risque. Vous êtes un cabinet panafricain, vu que vous êtes installé sur le continent et en dehors. Et pour moi, la question serait quelle est la différence entre votre approche du risque et une approche, par exemple, étrangère? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ce qu'on fait généralement, on a des consultants qui sont basés autant à Paris que sur le continent. Donc, on prend un exemple. Si, disons que vous avez une entreprise et vous souhaitez vous installer en RDC. Donc, vous avez besoin aujourd'hui de savoir, vous voulez vous installer dans le pétrole, vous avez besoin de savoir qui sont les acteurs à toucher, qui dans le gouvernement il faut toucher, qui influence, qui sont les décideurs. On établit une cartographie, un mapping qui vous permet de savoir exactement les bonnes personnes à toucher. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'Afrique n'est pas autant risquée qu'on veut nous faire croire. Ça dépend des pays. Je pense qu'on le voit aujourd'hui, c'est très contextuel. Ça évolue. On voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, on établit des risques pays qui peuvent évoluer. On prend le cas d'un pays comme le Burkina qui a subi de nombreuses crises, ou le Mali. Donc, ça évolue. Donc, notre travail, c'est justement de faire en sorte que quand une entreprise aille sur le terrain, qu'elle soit prête, qu'elle soit outillée à savoir en fait à savoir ce qui se passe, avoir une vue macro et micro aussi. D'accord. Merci beaucoup, Mme Paul. Je suis Marianne Bouni. Je suis la propriétaire d'une nouvelle marque de produits qui s'appelle Nature. Le début d'appel en fait. Nature sont des produits de ménage d'entretien naturel et écologique. Ça fait 1 an que je travaille sur les produits, que je fais des tests, des prototypes. Et là, je suis en phase de les sortir en Côte d'Ivoire. Les produits qu'on a sur le marché aujourd'hui, lambda, les produits qu'on utilise, sont très souvent des composants très toxiques qui, pas immédiatement, mais au fil des utilisations, peuvent développer des allergies, de l'eczéma, des dermatites, et même de l'asthme chez les enfants qui viennent de familles où il n'y a pas de l'asthme de base. Donc je me suis dit, il doit forcément avoir une solution alternative. J'ai continué à marcher, je me suis rendu compte qu'on avait la possibilité d'utiliser des produits qui sont faits avec des composants beaucoup naturels et beaucoup moins toxiques et tout aussi efficaces. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de concevoir Nature et j'espère que quand je vais me déployer, vous allez me suivre pour cette nouvelle aventure que je suis en train de m'entreprendre. Et je veux faire partie des champions. La page s'appelle Nature sur Facebook, N-A-A-T. Bien, alors je vais, merci d'abord pour l'invitation. Pour moi, c'est Folie Foliga. Donc, peut-être quand vous entendez le nom, c'est d'origine togolaise. Donc, je suis né au Sénégal. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes parents sont du Togo. Et ma femme est du Ghana. Donc, un peu Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait mes études aux États-Unis, donc dans le domaine de la finance. Puis ils vont évoluer dans un domaine de fabrication aérospatiale. Et il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, nous avons décidé de former une société qui est dans la consultance pour ce qui est de tout ce qui est produit manufacturé. So, just to go in English very quickly, so we are a management consulting company, helping companies in manufacturing, especially in West Africa, Côte d'Ivoire, because that's where we started. On est aussi basé au Texas. Et bientôt, on va ouvrir un bureau en janvier. Nous allons ouvrir un bureau à Accra. Et on espère qu'en début 2024, on ouvrira un bureau au Nigeria. Et notre objectif, c'est de vraiment aider les entreprises qui veulent rentrer dans le domaine industriel à le faire de la bonne façon. Donc, et nous sommes aujourd'hui déjà en train de développer des projets de grande envergure. Donc, nous cherchons ceux-là
qui veulent aller non seulement être en Côte d'Ivoire, mais au-delà. L'Afrique de l'Ouest, c'est 400 millions d'habitants, ce sont des milliards de marchés qui sont ouverts pour nous. Évidemment, il y a le travail de financement qui doit être fait pour pouvoir supporter tous ces projets. Et nous sommes là pour l'accompagner. Donc, si vous avez des projets industriels, vous avez des idées d'une certaine taille, nous sommes prêts à vous aider technique, management, et puis avec certains des collaborateurs comme Cyrus, financement, afin de pouvoir développer ces champions locaux qui doivent devenir des champions Afrique de l'Ouest et des champions Afrique. Merci. Je me plais à dire qu'il fait partie des bâtisseurs de nos économies. Il est le vice-président en charge des finances de l'APSJ UEMOA, l'association des professionnels des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA. Il est connu pour sa connaissance pointue du domaine de la finance et de l'investissement. Lui, c'est le directeur général de Cyrus Capital for Africa. Mesdames et messieurs, merci d'ovationner Monsieur Cissé. Ça a été vraiment un débat entre grands frères et petits frères. Quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous et de vous demander très gentiment de partager votre expérience, vous avez tout de suite marqué votre accord. Et pour cela, Nobson et toute l'équipe vous disent merci. Donc, à quoi pas, à la 3e saison, hein, c'est vrai que c'est le premier numéro, et c'est toujours intéressant d'avoir des personnalités comme vous pour l'ouverture, et on espère qu'à chaque fois qu'on aura besoin de vous, on pourra encore vous avoir. Vous pouvez compter dessus. Voilà. S'il vous plaît. On va trouver mon frère. Voilà. Merci. Donc, par la même occasion, je voudrais remercier M. Augustin Akou et les autres personnalités. Désolé, je n'ai pas le nom de tout le monde dans la tête. Comment? M. Koné, j'ai entendu tout à l'heure qu'il est en train de présenter son entreprise. Vraiment, félicitations pour tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne aussi la baraka pour être comme vous. Donc, M. Augustin était avec nous l'année dernière. Ça a été aussi un moment important de partage. Et nous espérons encore avoir des personnalités très importantes de l'Afrique qui viendront non seulement partager leur expérience, mais donner l'opportunité aussi aux uns aux autres de devenir comme eux. Monsieur Cissé, selon les informations que j'ai pu avoir, vous êtes un homme très brillant. Mais j'ai envie aussi de savoir, est-ce que vous avez fait des écoles comme nous là, à Bobo, ou bien c'est les écoles de Bogoti? On a envie de savoir un peu plus sur votre parcours. Bonjour à tous, merci vraiment d'être là et puis de participer à ce partage-là. Merci de l'opportunité aussi d'échanger et de pouvoir chacun grandir ensemble et puis partager nos expériences. Donc, je pense que c'est une question plus sur mon parcours. Donc, au niveau parcours scolaire, oui, j'ai étudié à Cocody, donc j'ai fait toute ma scolarité, donc notamment à la Pépinière des Deux Plateaux, puis à Mermoz. Et puis. donc voilà, donc j'ai eu un parcours académique qui s'est assez bien déroulé. Je pense que le fait marquant, c'est plus que j'avais très vite développé des passions pour plusieurs sujets, notamment tout ce qui était technologie. Donc, je veux dire, dès l'enfance, je veux dire, avant 10 ans, j'avais déjà commencé à apprendre à programmer. Et c'est des passions qui m'ont suivi tout au long de ma carrière. Et tout au long aussi de mon cursus secondaire, mon père il est architecte et il travaille dans le bâtiment. Donc, j'ai eu à travailler avec lui. Donc, ça m'a très rapidement donné la passion pour l'entrepreneuriat et pour l'entreprise. Donc, j'ai eu un parcours scolaire qui s'est assez bien déroulé. Et après mon bac scientifique,
Donc, j'ai eu le choix de plusieurs destinations, comme je dis, le Canada. Et donc, le choix parce que j'avais de très bons résultats. Il faut le dire aussi. Post d'études? Oui, j'avais eu plusieurs sollicitations, des admissions, des offres. Waouh! Vous voulez que je vous demande la chose? Je disais tout à l'heure qu'il n'a pas eu, peut-être, il n'a pas eu à présenter chez nous à Bobo, mais c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont à Bobo n'ont pas de brillants parcours. Mais quand un enfant est bien encadré et qui réussit à des examens et qui a de très bons résultats, je pense que les parents sont fiers d'y mettre les moyens pour les emmener non seulement à aller faire les humanités à l'extérieur et revenir et puis créer leur entreprise. Vous avez eu l'occasion de travailler pour cette entreprise? Oui. J'ai eu un parcours professionnel assez riche quand même. Je veux dire, en début de carrière, je n'ai pas tout de suite réussi à faire peut-être ce que j'aspirais faire parce que j'ai toujours été passionné de la finance et des grosses transactions. Donc on voyait tous des films avec les grands investment bankers, travaillaient sur des deals de centaines de millions de dollars, de milliards. Donc c'est ce que je voulais faire. Mais étant finissant, malgré les résultats qui étaient bons, très bons, j'ai pas pu rentrer forcément directement dans un poste investment banking. Donc il y a plusieurs raisons. Donc j'ai dû faire preuve aussi de flexibilité. Donc je veux dire, j'ai pu arriver où je voulais, mais c'était grâce à vraiment une approche très flexible. Pour moi, je veux dire, quand on ne peut pas atteindre directement l'objectif qu'on veut atteindre, on essaie de se rapprocher par d'autres moyens. Donc, là, j'ai commencé d'abord j'ai commencé d'un poste en sales. Quand j'ai fini, j'ai fait 2 bachelors à HEC en 2 ans et demi en finance et en technologie de l'information. Après, je voulais rentrer en banque d'affaires. Donc, je rêvais de travailler pour les Morgan Stanley, JP Morgan. Mais ça n'a pas pu se faire. Et étant, je veux dire, à cette époque, c'est de plus en plus ouvert, mais le marché de l'emploi n'était pas facile à pénétrer en tant que tel parce que j'avais peut-être pas mon repère, j'avais pas mon réseau, j'avais pas. Et donc, et après, j'ai compris que j'avais pas forcément aussi le profil parce que, je veux dire, le problème souvent avec notre système éducatif, c'est qu'on fait des formations en se disant, je lis très peu d'étudiants ou d'élèves aujourd'hui que les gens en terminale ont une idée du choix de carrière qu'ils veulent mener plus tard. Donc, ça les suit même dans le choix des diplômes qu'ils vont faire à l'université. Et ça conditionne aussi leur entrée dans la vie professionnelle. Donc, j'ai appris en essayant de me rapprocher de mon objectif, c'est-à-dire travailler en fusion-acquisition. Donc, j'ai commencé par travailler dans un poste qui était beaucoup plus, disons, front office. Je travaillais dans une boîte de planification financière. En gros, c'est un petit concours. Je vendais des services financiers. Donc, j'étais payé quasiment exclusivement à la commission. Et donc, là, j'ai appris à vendre. Et c'est, je pense, devenir un bon vendeur, je pense que ça m'a aidé pour toute la suite de ma carrière. Et après, bon, je me suis rapproché un peu plus de mon aspiration. J'ai rejoint State Street, qui est le plus grand gardien de valeur au monde. Donc, dans le domaine de la bourse, c'est un des piliers vraiment de la bourse au niveau mondial. Mais je n'ai pas pu rentrer dans les transactions comme je voulais. J'étais plus un poste de back-office. J'ai dit, écoutez, je préfère avoir un pied dans la porte et puis rentrer et puis de là évoluer. Donc, j'ai eu rapidement en 2 ans, j'ai eu 3 promotions, j'ai pu monter. Et j'ai pu finalement rentrer en fusion-acquisition d'un grand groupe canadien. Et je me suis rendu compte que la finance, effectivement, on se dit que pour travailler en fusion-acquisition, il faut un diplôme en finance, mais il fallait comprendre vraiment le corporate finance. Je me suis rendu compte que tous ceux qui performaient bien dans ce domaine, ils avaient aussi une forte formation de comptable. Donc, en travaillant, j'ai passé mon expertise comptable américaine, donc mon USCPA,
Et donc, ça m'a permis d'intégrer une autre boîte où là, j'ai fait beaucoup plus de fusion-acquisition. Donc, c'est le groupe Transcontinental. Donc, j'avais un portefeuille, je faisais des acquisitions, on faisait une dizaine d'acquisitions d'entreprises par année. C'est vraiment là que j'ai fait mes armes et je gérais un portefeuille de divisions. Et disons que c'était une expérience vraiment qui m'a permis de grandir sur le niveau compétent, sur le niveau professionnel, avant de rejoindre maintenant le monde du conseil avec Pricewaterhouse, où là j'étais au plein cœur de ce que j'aspirais faire. J'étais dans les transactions et les deals. Et en quelques jours, mon parcours professionnel, c'était principalement ça. Félicitations. Avant de parler de Sirius, j'aimerais bien savoir quelle était la position des parents quand vous étiez dans vos aspirations, les transactions, les hauts montants, les mots anglais que vous avez utilisés tout à l'heure. Quelle était la position des parents? Est-ce qu'ils étaient favorables par rapport à ce que vous avez choisi de faire? Ou bien, donnez-nous un peu quelques éléments de cela. Bon, disons que, franchement, je veux dire, j'ai des parents qui sont extraordinaires. Ils ont une confiance pour leurs enfants. Ils savent que, dans tous les cas, j'ai un grand sens de responsabilité. J'avais très vite, j'ai toujours été quelqu'un qui, comme on dit, pour qui les parents ne s'inquiétaient pas, ils savaient que j'avais une vision. Je veux dire, ce que, je veux dire, à 17 ans, 18 ans, j'écrivais déjà où je voulais être à 30 ans, 40 ans. Donc, ils savaient qu'en étant étudiant, j'ai lancé ma première entreprise seulement 9 mois après être arrivé au Canada. Donc, une telle dans le domaine du bâtiment, en fait, c'est ce que je disais. Donc, après, je veux dire, j'ai toujours été celui qui savait plus ou moins où il devait aller. Donc, les parents n'étaient pas très inquiets. Ils faisaient confiance à mes choix. Mais quoique, quand je rentrais, ils ne comprenaient rien de ce que je faisais. Donc, vous voyez, quand on rentre, ah oui, il faut rentrer au pays, tu fais quoi? On se fronce les yeux. Sirius Capital. D'abord, le nom Sirius. J'ai essayé de chercher comment Sirius. Vous êtes là. Sirius, où c'est que t'es? Ok. Bon, le nom Sirius Capital, c'est venu de déjà illustrer l'ambition que nous avions en créant Sirius Capital. Parce que, je veux dire, l'idée, c'était d'avoir une banque d'affaires ambitieuse qui allait tutoyer vraiment les majors, les JP Morgan, les Morgan Stanley à terme. Et donc, quoi de mieux comme nom que l'étoile qui brille le plus dans le ciel? Sirius, donc Sirius Capital. Alors, on va rentrer en plein dans votre activité. J'ai pas envie de demander, est-ce qu'au moment où vous créez Sirius, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Bien entendu, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la seule NGI, d'accord? Et même, je dirais, dans l'UEMOA, d'où le thème du développement des banques d'affaires. Alors, c'est de savoir, vous venez sur le marché ivoirien, sur le marché de l'Union économique monétaire ouest-africaine, et vous dites, mais je vais apporter quelque chose à mon pays. J'ai mes idées, je suis fan des grosses transactions, mais naturellement, il y a des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins quelques problèmes que vous avez rencontrés et quelles ont été la façon à vous de pouvoir les surmonter et puis aller encore de l'avant? Donc, c'est une très bonne question, parce que quand je rentrais, il faut dire, lancer une banque d'affaires, je n'étais pas la première banque d'affaires de Côte d'Ivoire. Je veux dire, nous avons beaucoup de banquiers établis qui avaient déjà aussi tenté l'aventure avec plus ou moins de succès. Donc, la première grosse barrière, c'était d'arriver à garder la foi de croire au projet. Parce qu'il y a eu beaucoup de scepticisme, y compris dans mon environnement, parce qu'on disait, mais lui, il sort d'où? Il vient du Canada, il n'a pas de réseau ici plus fort que quiconque, et puis il va venir, il va créer sa banque d'affaires. Le fils du président, voilà. Et il y a d'autres acteurs qui ont fait leur marque sur le marché. Lui, il sort du Canada parachuté là, et il veut venir faire sa banque d'affaires.
Et moi-même, je veux dire, j'ai dû me convaincre parce que j'avais plusieurs opportunités professionnelles qui m'auraient fait prendre moins de risques. Donc, le début était difficile. Parce que vous pouvez imaginer que si même dans mon environnement, il y a eu du scepticisme, aussi au niveau de l'obtention des premiers mandats, ça n'a pas été forcément évident. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il connaît le marché local? Lui, il vient avec sa théorie, là, mais il n'a rien fait sur place. C'est-à-dire, ces histoires, c'est au Canada, mais est-ce que concrètement, ici, il peut piquer? Donc, après, bon, je veux dire, c'était une traversée du désert. Je veux dire, la première année aujourd'hui, j'ai une équipe qui est d'ailleurs, là, en bonne partie, qui est compétente, mais ça n'a pas commencé comme ça. J'étais secrétaire, comptable. La première année, on a eu un chiffre d'affaires de 1 million. Donc, quand vous mettez ça en parallèle avec les charges, vous allez comprendre qu'on payait, qu'on investissait l'argent de notre poche pour arriver à lancer ce bébé-là. Et Dieu merci aussi, j'ai eu des actionnaires qui m'ont soutenu et qui nous ont permis, parce qu'on n'a pas commencé comme SGI, on était juste une banque d'affaires, une boutique de conseil sans agrément. Et petit à petit, on s'est battu, on a pu avoir l'agrément de SGI en 2017, puis un agrément BCAO d'intervenir en opération de banque. On a une microfinance depuis 2 ans maintenant. Donc, je veux dire, on a fait du chemin. Mais ça n'a pas été un long feu, pas du tout. Alors, on va parler peut-être de la première opération sur laquelle vous avez travaillé. Je vais dire qu'il y a un sentiment de fierté que pour vos collaborateurs. On vous appelle, on vous dit qu'il y a un appel d'offres, il y a une opération avec l'État éventuellement pour laquelle vous devez postuler. Et tout de suite, elle marche. C'est en quelle année et comment ça s'est passé, la confiance que l'État a eue pour vous non seulement solliciter et puis vous confier cette opération. Ok, donc de là, je comprends la première transaction en tant que SGI avec l'État, le co-chef de file, parce que effectivement, on a eu par la suite plusieurs mandats en tant que chef de file et co-chef de file dans les emprunts obligataires de l'État. Et la première transaction, elle vient, comme on dit, c'est un gros risque. C'est un... Bon, je le dis aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a personne de la dette publique qui est là, ça commence sur un gros coup de bluff. C'est-à-dire, c'est d'abord de l'audace. Je suis nouvelle SGI, j'ai besoin de transactions. Et sur le marché, les transactions qui sont les plus juteuses ou les plus intéressantes, c'est d'arriver à lever des fonds en tant que des emprunts obligataires pour les États. Et l'État qui émet le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous imaginez que dans le temps, il y avait déjà une vingtaine de SGI. Maintenant, il y en a 30. Et c'est le Saint Graal d'avoir un mandat de chef de file ou co-chef de file pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, comment ça se passe? J'arrive à me faire introduire parce qu'il est assez ouvert, le directeur de la dette publique. Donc, j'arrive, donc j'ai préparé tout mon pitch et tout. Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous. Et j'arrive, il dit bon, je dis oui, je lui fais toute ma présentation, c'est lui, c'est un investisseur. Il dit ok. L'opération commence dans 2 semaines. Là, on a un gap de 20 milliards. Si tu signes que tu me garantis qu'au bout de 4 semaines, l'État c'est 20 milliards, je te donne ta chance. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que la plupart des SGI souvent sont attachés à des groupes bancaires qui les soutiennent sur ce genre d'opération. Donc, quand on est une SGI indépendante, généralement, c'est très compliqué d'avoir ce mandat. Donc, c'est parti sur un gros coup de bluff et j'ai dépassé l'objectif. Et une fois quand j'ai levé 1,5 fois ce qui m'avait été demandé, et avant les délais, Vous voyez, c'est ce qui est bien dans la finance. Il faut oser, il faut prendre des risques. Hein. On ne prend pas les risques seulement sur des opérations de gros montants, il faut oser. Et je pense que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez la confiance de l'État.
Bon, c'est vrai que je n'ai pas demandé c'est qui le directeur de la dette publique, c'est pas important. Mais le plus important, c'est que vous avez réussi cette opération. Alors, vous avez des partenaires stratégiques aussi avec lesquels vous travaillez dans l'environnement, la BRDM et tout. Je veux savoir, comme je dis, moi je suis un novice, hein, je ne connais pas. Et je pense que même dans l'Assemblée, il y a beaucoup qui ne savent pas et qui ont envie de savoir. Alors, quels sont les rapports que vous avez avec ces partenaires financiers et qu'est-ce qui vous permet de faire concrètement dans l'exercice de votre activité? La BRDM et c'est quoi le CREMF qui a changé aujourd'hui, qui est devenu l'AMF. L'AMF, voilà. Bon, vous dites partenaire, le CREMF c'est le régulateur. Donc c'est lui qui nous stresse chaque matin, oui, il faut respecter. Donc, c'est vraiment la loi du marché. C'est eux qui valident les opérations. Donc, on est obligé de travailler avec eux sur les changements réglementaires parce que souvent, l'enjeu, c'est que ils ont de la volonté, mais ils ne sont pas toujours outillés pour faciliter l'innovation. Et je trouve que le marché, on évolue bien, mais on peut être à des années-lumière de l'endroit où on est présentement, mais la régulation ne suit pas toujours. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de volonté au niveau du régulateur. Voilà pourquoi on s'engage à travailler aussi avec eux pour faire évoluer les choses. Donc, c'est ça l'enjeu avec le régulateur, parce que c'est lui, en fait, comme je dis, qui peut être un facteur qui va accélérer l'innovation sur les marchés financiers, parce qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, la bourse, la BRDM, disons que c'est un partenaire, c'est tout ce qui est activité de bourse. Je pense que nous sommes alignés dans nos objectifs, c'est-à-dire développer le marché financier régional. Et donc, à ce moment, nous avons à collaborer sur certaines initiatives. Il y a un internaute qui a demandé, qui a posé une question assez intéressante. Il disait, la BRDM est-elle aujourd'hui dynamique au point de pouvoir absorber l'entière capacité de l'épargne publique de la sous-région afin de la restituer? Si la BRDM est assez dynamique, en fait, je reformulerai la question, je dirais, est-ce que, en fait, notre marché financier régional, est-ce qu'il peut absorber toute l'épargne publique? Parce que quand on regarde la taille du marché qui est à plusieurs milliers de milliards, on a l'impression que c'est gros, mais relativement, comparativement aux pays développés, quand on compare la taille du marché financier à la taille du PIB, nous nous rendons compte qu'il est encore embryonnaire. Il y a beaucoup de capacités d'épargne encore qui est mobilisable. Maintenant, l'enjeu, pour absorber ça, il faut des produits financiers. Il faut avoir plus présentement, nous avons moins d'une cinquantaine de titres cotés à la bourse. Je pense que ce n'est pas suffisant pour absorber. Mais ça évolue dans le bon sens. Je veux dire, il y a de nouveaux produits comme le compartiment PME qui est en train d'être lancé. Il y a de nouveaux produits comme les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier. Donc, tous ces produits-là permettront d'absorber cette épargne. Mais dans l'état actuel des choses, je pense qu'il y a un déficit de produits. Et entrer même dans le cœur de l'activité de Sirius, on en parle très souvent, les levées de fonds. Généralement, quand on crée son entreprise, on la développe, à un moment donné, on a besoin de beaucoup plus de ressources pour la développer. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, on nous a dit que M. Ismaël Cissé a vraiment la panacée qui nous permettra de pouvoir lever ces fonds. Donc, il y a des gens qui sont là, aujourd'hui, qui viennent entendre ça, que demain, ils puissent déposer les documents chez Sirius pour lever les fonds. Donc, dites-leur comment, quel est le procédé idéal pour pouvoir lever les fonds et vers qui il faut se tourner pour pouvoir le faire. Parce que les banques aussi, ce n'est pas toujours facile de pouvoir accorder ce genre d'accompagnement. Et vous, à votre niveau, quel est votre procédé? Donc, merci pour la question. Notre cœur de métier, effectivement, de Sirius, c'est la levée de fonds. Donc, faire affaire avec une banque d'affaires en général, la proposition de valeur, c'est que
on vous oriente vers la source de financement qui est la plus appropriée et la mieux adaptée à votre besoin de financement. Et une chose qu'il faut noter, c'est que où nous cherchons à nous démarquer, c'est une approche conseil. Parce qu'il ne s'agit pas de monter des dossiers de financement et de les déposer devant l'investisseur. Quand nous accompagnons un projet, nous jouons un peu ce rôle de conseiller stratégique, d'arriver vraiment à aider l'entrepreneur à structurer son activité pour pouvoir maximiser ses chances de réussir une levée de fonds et après mettre ces fonds-là à bon usage. Donc, pour répondre à votre question, c'est déjà, ça part de l'entrepreneur, de sa vision du projet. Nous, de facto, nous accompagnons des projets dans lesquels nous croyons. Nous sommes très sélectifs dans les projets que nous accompagnons parce que, vu l'engagement que nous devons faire pour accompagner ces projets-là, il faut que ce soit des projets dans lesquels nous croyons nous-mêmes et que l'entrepreneur soit capable de porter l'idée parce qu'un financier, il investit effectivement dans une idée, dans un beau projet, mais il investit aussi dans le porteur du projet. Donc, ce sont des critères que nous avons qui nous permettent plus ou moins de travailler sur ces aspects-là, c'est-à-dire coacher l'entreprise, structurer l'activité, travailler sur la stratégie, accompagner le porteur du projet pour le préparer à mieux réceptionner ses fonds. Et après, maintenant, il y a bien sûr le réseau d'investisseurs qui permet d'accélérer l'aboutissement des levées de fonds. Mais quand vous regardez l'environnement ivoirien, avec, bon, c'est vrai qu'on a près de plus de 27 ans, je pense maintenant, si je ne me trompe. Voilà. Donc quand vous regardez l'environnement ivoirien, est-ce que vous pensez que nos entreprises, les PME, avec la taille de leur activité, peuvent lever des fonds, on va dire, aussi importants pour le développement de leur activité? En fait, l'enjeu principal, souvent, c'est qu'on tape aux mauvaises portes. C'est-à-dire, on a tendance à aller systématiquement vers des banques pour financer des besoins qui ne sont pas normalement l'apanage des banques. Parce qu'une banque, techniquement, par définition, ils ne cherchent pas à prendre du risque. Eux, ils cherchent à minimiser le risque. Donc, tout ce qui est lancement d'entreprise. Donc, en fonction de la maturité de l'entreprise, il y a des sources de financement qui sont appropriées et il faut taper aux bonnes portes et être accompagné. C'est-à-dire une start-up qui aujourd'hui va avoir une banque, je veux dire, n'a aucun historique, n'a aucun actif, n'a aucun track record. Je veux dire, c'est difficile pour une banque de l'accompagner. Mais s'il est percutant, il y a des fonds d'amorçage qui peuvent éventuellement l'accompagner. Il y a des incubateurs qui peuvent l'aider. Donc ensuite, je veux dire, au fur et à mesure que l'entrepreneur évolue dans la croissance de son entreprise, c'est comme s'il y a des sources de financement qui s'ouvrent à lui, comme des fonds d'investissement, de plus en plus gros, qui vont s'intéresser à l'entrepreneur. Mais l'enjeu, souvent, c'est qu'on tape à mauvaise porte. Et que les entrepreneurs oublient aussi que le financement n'est pas une fin en soi. Le projet, je veux dire, un entrepreneur doit être plein de ressources et arriver à contourner des obstacles, dont notamment l'obstacle financier. Donc, il n'y a rien sans argent, il ne faut pas se le cacher, mais l'argent n'est pas tout. Il faut que les entrepreneurs n'oublient pas de travailler sur leur idée, d'ouvrir leur projet. Comme on dit, quand ça ne marche pas tout droit, on trouve des chemins contournés. On ne peut pas acheter des camions, bon, est-ce qu'on peut les louer? Et quand on aura ce track record, on va acheter les camions. Je fais un clin d'œil à un grand entrepreneur de la salle. Je veux dire, c'est cette attitude d'entrepreneur-là, d'être flexible dans l'approche et de ne pas oublier que le financement, parce que on le voit souvent, hein, et mes équipes ne diront pas le contraire, des entrepreneurs qui sont tellement focalisés sur la recherche de financement qu'ils oublient de se concentrer sur leur projet, travailler. Et un beau projet ne paie pas autant à être financé. Et si vous mettez de l'amour, de la sueur et du temps dans votre projet, si c'est difficile aujourd'hui, demain, ça ne sera pas difficile. Il y a un internaute qui a osé parler d'un sujet assez intéressant. Il disait, avec des institutions aussi sérieuses que Sirius Capital, pourquoi la majeure partie de la population se
se laissent berner par des entreprises d'investissement frauduleuses. Je termine. Opérant sans agrément. Et c'est à peu près 111 milliards qui sont mobilisés par ces entreprises frauduleuses. Je pense qu'on le sait, hein, il y a eu le cas de Moneva, ça non, Moneva, Agrobusiness et tout ça. Vous aujourd'hui, avec votre position, est-ce qu'il n'est pas important de pouvoir non seulement donner quelques informations imminentes pour permettre vraiment à combler ce gap-là et que de votre téléphone portable, vous ayez accès à des opportunités d'investissement qui soient, comme on dit, encadrées par le régulateur et surtout bien structurées pour protéger justement les intérêts de l'épargne. Donc la clé, c'est s'appuyer sur la technologie pour arriver à toucher le grand public. Donc ce qui veut dire qu'avec mon téléphone portable, je suis capable de lever des fonds, avec ce risque. De lever des fonds, d'investir. Les deux. On peut lever, lever des fonds, ça c'est un autre projet. Je pense qu'on y arrivera. Je pense que le but vraiment en passionné, je vous ai dit, je suis passionné par tout ce qui est fintech et technologie, j'ai un diplôme en fintech et on va y arriver. Donc pour l'instant, je parlais d'investissement. Je pense qu'on arrivera à des solutions à terme de la vie. Et ça, c'est une question que j'ai moi-même voulu vous poser. Bon, on parle très souvent de titrisation financière. Et j'ai envie de vous demander, de cette question, pouvez-vous nous expliquer concrètement l'opération que vous avez menée avec votre partenaire maghrébin pour le compte de l'ARE. Voilà. Ok. Donc, cette transaction-là, c'est un exemple de notre engagement à toujours aller vers l'innovation et offrir des nouveaux produits pour arriver à combler des déficits d'investissement. Le cas de figure, c'est comment on finance notre agro-industrie, comment on finance l'acquisition des matières premières de nos paysans. 70% des travailleurs travaillent ou touchent leurs revenus grâce à l'agriculture. Donc, comment on arrive à permettre à ces agriculteurs-là d'avoir des acheteurs et à financer l'acquisition de cette matière première? Donc, il y a un procédé qui est assez innovant, qui est la titrisation. Donc, jusqu'à présent, la titrisation, qu'est-ce que c'est la titrisation de manière simple? C'est-à-dire, on prend un actif, que ce soit une créance ou une dette, et on crée un papier financier, un titre financier, maintenant, par exemple, M. Noba me doit 100 millions. Je le prends et puis je dis, bon, ok, cette dette-là, cette reconnaissance de dette-là, je la titrise, j'en fais un papier. Et donc... Je ne vous dois plus. Non, vous devez à tout le monde. je vends cet actif comme ça. Quand vous remboursez, eux, ils perçoivent. C'est-à-dire, moi, j'arrive à lever le financement de cette façon. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, on a ces matières-là qui ont de la valeur. On n'a pas forcément le financement au niveau des acquéreurs pour acheter la valeur marchande. Donc, ils prennent cette matière-là, on la titrise, donc ça devient des titres qui seront cédés à des investisseurs. Donc, on a des investisseurs qui achètent ces titres-là, et donc on a l'argent tout de suite pour payer les paysans, et les investisseurs, maintenant, se chargent de la revente des matières premières. Donc, c'est un projet assez ambitieux, ça n'avait jamais été réalisé dans la zone. Donc, c'est encore en cours de structuration. Et donc, c'est un peu ça, les narratifs du projet. Avez-vous déjà entendu parler de Cyrus Finance? Oui, il s'agit de notre institution de microfinance. Ma question serait de savoir, est-ce qu'à terme, vous avez pour ambition de créer une banque? Vous pouvez me dire ça dans l'oreille. Parce que c'est comme ça commence un microfinance. Ça veut dire nous le dire. Oui. Ça veut dire que il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, préparez-vous. Voilà. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont assez proches de vous, hein, qui nous ont un peu parlé de vous.
nos collaborateurs, on est même allé plus loin. On allait rencontrer votre petite sœur et ensuite votre épouse. Bon, on dit qui va montrer son visage avec son doigt gauche. Voilà. Donc on a eu tellement d'informations qui nous ont nous-mêmes touchés. Et je vais vous inviter à voir une vidéo, témoignage. Ça vous permettra de savoir ce que les gens pensent. Je suis Madame Cissé, je suis chef d'entreprise et j'opère dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'immobilier, l'architecture d'intérieur, le transport et puis la technologie. Alors Ismaël Cissé, c'est mon époux. Donc c'est mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon mentor. C'est tout pour moi, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Ismaël est un travailleur acharné. Il est même passionné par le travail. C'est une personne qui se lève généralement à 5 h, 5 h du matin pour ceux qui le connaissent. À 5h30, il est parti, tout de suite après sa première prière. Il va au boulot très tôt parce que c'est le genre de personne qui pense que plus tôt on se lève, mieux on travaille. L'esprit toujours frais, il commence sa journée de travail avant ses collaborateurs, qu'il commence même d'ailleurs à harceler avant qu'il n'arrive au boulot. C'est une personne qui est très assidue dans tout ce qu'il fait et qui surtout sait se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Donc voilà, comment est-ce qu'il arrive à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, justement en partant tôt et en essayant de revenir un peu tôt. En étant disponible toute la journée, même lorsqu'il a des gros engagements, il décroche toujours son téléphone quand on l'appelle. Il essaie toujours d'être attentionné, de prendre des nouvelles pendant la journée. Il essaye de caler des petits moments de qualité, des déjeuners peut-être pendant la journée de travail, des moments même le soir où on peut se retrouver en famille. Le dîner pour lui c'est un moment très important où on peut passer du temps avec les enfants. Et puis le week-end il essaye de déconnecter, de passer du temps avec les personnes qu'il aime, de voir sa famille, ses amis. C'est une personne qui aime beaucoup, il aime beaucoup lier l'utile à l'agréable, donc ses amis sont souvent ses partenaires d'affaires. Donc c'est des personnes avec qui il passe énormément de temps et avec qui il a plaisir non seulement à travailler pendant la semaine, mais aussi à passer du temps pendant le week-end. Et il est aussi une personne qui est très passionnée par tout ce qu'il fait, donc il arrive vraiment bien à faire non seulement la part des choses entre le professionnel et le personnel, mais aussi à allier les deux. Je suis Adama Soulama, en charge du développement commercial d'un groupe bancaire et qui fait également de l'assurance. J'occupe aujourd'hui le poste de directeur du développement. Que dis-je de M. Cissé? Comme j'aime bien le dire, ce personnage, c'est vraiment un monsieur assez patient, un monsieur vraiment très persévérant dans tout ce qu'il fait. C'est un monsieur également qui n'hésite pas à relever les défis, les challenges, quelles que soient les embûches qu'il peut rencontrer. C'est un monsieur que j'ai connu, qui m'a beaucoup inspiré dans beaucoup de choses, notamment dans l'entrepreneuriat, dans le développement des activités. Comme je le dis, c'est un précurseur pour sa génération, et même, je dirais, même un modèle formidable pour la jeunesse et plus précisément pour les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ismaël Cissé, comme j'entends le dire, c'est quelqu'un qui aime prendre le devant des choses, qui n'hésite pas vraiment à se positionner lorsqu'il y a des opportunités qui apparaissent. Et c'est maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui essaie d'aller au-delà même des espérances. Donc c'est un monsieur vraiment assez dynamique et qui arrive, comme on le dit, à concilier à la fois le côté professionnel et le côté amical. Donc c'est un monsieur vraiment, comme on dit dans le jargon, qui arrive à faire ce qu'on appelle waouh. Aujourd'hui, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. Pour les échanges professionnels que j'ai eu avec lui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire la part des choses dans le cadre du secteur professionnel et qui n'hésite pas vraiment à regarder de près. Il est très regardant sur la qualité des travaux rendus. Et ça, j'ai eu à le constater lors des échanges professionnels que j'ai eu avec lui. Et comme je l'ai dit, qui arrive à faire la part des choses entre le volet professionnel et le volet amical. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est un modèle dans le cadre de ces différentes tâches qu'il a au quotidien. Voilà ce que je peux dire sur Ismaël. Vraiment, il n'hésite pas vraiment à faire ce qu'il a fait au bon moment
et à pouvoir aussi apporter ses compétences et à monter également en compétences même ses collaborateurs. Tu sens qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui sait à chaque fois comment pouvoir apporter un plus ou une valeur ajoutée à des personnes avec qui il échange, à la fois ses partenaires et ses collègues. Ce que je peux dire à Ismaël Cissé, c'est que c'est un monsieur dynamique, qui continue dans ce sens, qu'il permette à l'ensemble de la jeunesse, à la fois ivoirienne et pourquoi pas internationale, de s'approprier de ses bienfaits, de ses compétences et de son dévouement pour le travail. Comme on le dit, c'est un travail acharné et qui n'hésite pas vraiment à foncer, comme on dit, c'est un fonceur. Donc vraiment, je l'invite vraiment à continuer dans ce sens et à permettre à l'ensemble des personnes qui sont autour de lui de bénéficier de tous ces avantages. Je suis Fatim Cissé, je suis entrepreneur, chef d'entreprise et surtout la petite sœur d'Ismaël Cissé. Ismaël Cissé, comme je l'appelle affectueusement mon jumeau, ça a été cette force-là derrière moi toute ma vie. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, d'extrêmement bienveillant et surtout quelqu'un qui ne juge pas son entourage, qui est là pour nous supporter, quelles que soient nos décisions. J'ai eu à faire des décisions souvent qui ne faisaient pas l'unanimité, mais je savais que je pouvais compter sur lui. C'est quelqu'un qui ne juge pas, c'est quelqu'un qui est très engagé, surtout pour les personnes qui tiennent en affection. Donc c'est une bénédiction pour nous qui avons cette chance-là de le côtoyer. Ismaël est quelqu'un qui sait garder la tête froide. Le Ismaël que j'ai face à moi aujourd'hui, malgré tous les succès, malgré tous les lauriers qu'il rencontre, c'est le même Ismaël que quand on joue aux billes, quand on était plus jeune. C'est quelqu'un qui est extrêmement humble, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui aime l'être humain avant tout et qui voit son ascension comme une manière d'aider les autres. Donc quand c'est comme ça, c'est pas quelqu'un qui a changé. C'est pas quelqu'un qui laisse le succès lui monter à la tête. Et ça lui permet d'être proche de nous, même quand il continue à glaner des lauriers et à avoir une ascension fulgurante au niveau professionnel. Il reste extrêmement patient, prévenant pour nous. C'est le même Ismaël, il n'a pas changé, même malgré tous les succès qu'il a rencontrés. Ismaël n'est extrêmement pas dur avec moi parce qu'il comprend tous mes choix. Il sait se mettre à ma place, il sait vraiment comprendre les motivations qui me poussent à prendre telle ou telle décision. Et surtout, peu importe la décision, je sais qu'il sera à mes côtés. Donc c'est un peu ce coussin ou cet amortisseur que j'ai qui me permet d'être un peu téméraire même dans ma carrière professionnelle, sachant que en ayant des personnes telles qu'Ismaël à mes côtés, je ne pourrais jamais avoir des coups durs. Donc avec moi, Ismaël n'est absolument pas dur, il est juste. Il sait être un bon conseiller, mais en même temps, il sait être à l'écoute des autres et surtout, il sait permettre aux autres de ne pas avoir des coups durs. Il sait être très protecteur. Un mot, ça va être difficile, mais c'est de lui dire de rester comme il est, de ne pas changer. Il est une bénédiction pour nous qui avons cette chance-là de le côtoyer. On est extrêmement fiers. On sait qu'il a encore un long chemin devant lui, malgré tout le chemin qu'il a arpenté, et qu'il est sur la bonne voie. Et nous, on est extrêmement fiers, on est là et on va l'applaudir à toutes les étapes de son succès professionnel comme personnel. Moi, c'est Christelle Nounois. Je suis l'assistante de M. Ismaël Cissé. Je travaille avec M. Cissé depuis mars 2021 et je peux le décrire en 3 mots. Brillant, aimant prendre les risques et empathique. Donc, on dira c'est le leader moderne. Donc, que toute la génération Y souhaiterait travailler avec. C'est le leader de la génération Y, donc c'est un patron qui aime beaucoup, qui comprend beaucoup ses collaborateurs. C'est un patron aussi qui aime propulser les autres. C'est celui qui fait ressortir le meilleur de soi. Donc, il sait détecter les talents et également les améliorer. Donc je dirais, c'est aussi une personne qui aime, en anglais on dit « think outside the box ». Donc il pense différemment. De ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises,
une manière de collaborer différente, qu'on ne voit pas vraiment, qui n'est pas traditionnelle. Donc on dira, les réunions, c'est tout le monde, du cadre, du responsable jusqu'au stagiaire. Donc il ne fait pas de différence au fait de personnes. Pour lui, ça ne dépend pas des catégories, ça ne dépend pas des niveaux hiérarchiques, mais tout le monde a un mot à donner pendant les réunions. Et on dira aussi que c'est quelqu'un qui aime l'humour. Pendant les réunions, pour détendre l'atmosphère, il va sortir une blague et tout le monde va rire. Donc, c'est quelqu'un aussi qui pense aux autres. Ça, il faut le souligner. C'est quelqu'un c'est la première fois que je vois un leader qui va demander c'est quand ton anniversaire et il implique tout le monde dans les anniversaires. Donc, on dira aussi que c'est quelqu'un qui comprend, sans que tu ne dises même ce que tu ressens, mais quand il te voit, il sait que ça va, il sait aussi que ça ne va pas. Il est également rigoureux. Il faut bien faire les choses avec lui. Même les petites fautes, il ne faut pas les faire. Donc, je dirais en tant que son assistante, aujourd'hui, mon niveau d'orthographe est quand même élevé par rapport à... Bon, je vais parler au nom de l'équipe de Sirius Capital. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. C'est quelqu'un que nous apprécions et nous serons toujours heureux de collaborer avec lui, quel que soit le temps que ça va prendre. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez poser à votre mari? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'accord. Cette question, je ne lui ai jamais posée. Aujourd'hui, on est quand? Aujourd'hui, on est le 28. Vendredi 28 octobre. Tu peux manger quoi ce soir? Vous prenez la question et puis on va passer. Il a dit quelque chose de pas mal et qu'on est sur le bon chemin. Il faut qu'on essaie d'être encore meilleur. Christelle était assez stressée, on le voyait dans la vidéo. Hein? C'est vrai que les autres n'ont pas pu s'exprimer, mais on a envie quand même de leur arracher quelques mots. Madame, venez s'il vous plaît. Venez madame. Vous allez bien? Bien. Monsieur Cissé, je vais vous déranger un peu. On va passer votre micro. Alors madame, je vous regardais et dans les yeux, on sentait que... Qu'est-ce qu'ils ont dit la vérité? Vous, quel est votre sentiment de collaborer aujourd'hui avec... je ne sais pas combien de temps que vous travaillez ensemble? 3 ans. Voilà. Tu ne veux pas aller ailleurs? Ok. Bon, qu'est-ce que vous pensez de M. Ismaël? Donc, je dirais déjà que moi, ça fait 3 ans que je suis à Sirius Capital. Donc, j'ai entendu parler de M. Cissé par son travail. Moi, je travaillais dans une stratégie. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de venir à Sirius Capital, je me suis dit que apparemment, je vais l'accompagner M. Cissé là. Et c'est ce qui a été fait. M. Cissé, comme il a été dit, ça me aussi rigolé, en même temps très ouvert. C'est un DG dont la porte est toujours ouverte. En même temps, c'est un DG cool. En même temps, c'est un DG qui met l'accent sur le travail. Et avec lui, on a eu la chance d'avoir des succès depuis que je suis là. Et chaque jour, on continue à travailler. C'est quand il me dit bonjour Phyllis sur WhatsApp à 7h. Ce qui arrive. Et c'est quelqu'un qui te dira Phyllis, j'ai pas d'heure, s'il y a une urgence, tu m'écris sur WhatsApp. Peu importe, souvent je me jette, je me dis il n'est pas. Il me dit non, quelle que soit l'heure, s'il y a une urgence, tu m'écris. Aucun défaut? Il m'a dit il n'y a pas d'heure. Aucun défaut, aucun défaut. Je ne dirais pas des défauts, mais plutôt des qualités difficiles à suivre. Ça, tout le monde a dit. Ce n'est pas des défauts parce que pour travailler avec une personne rigoureuse, ce
tu n'es pas rigoureux toi-même, ça va pas. Donc son défaut, c'est qu'il est trop rigoureux. Je pourrais dire ainsi comme ça qu'il est très rigoureux. Il ne va pas toucher ton salaire. Non, franchement, j'ai pas de reproche à faire à mon DG. Je dirais que juste, c'est une personne formidable avec qui on est envie de travailler. Donc, elle arrive à nous élever. Moi, on a déjà cru à moi avant de commander de 3 mois. Donc, c'est vous dire la valeur ajoutée. Donc, quand on est là, c'est pas vraiment super joli, mais on a envie de travailler. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je me commande ces milliards. À chaque fois que je vais mes milliards. C'est ça mon séjour. On va lui permettre de regagner sa place pour le calcul. Voilà. Et merci encore. Et tout à l'heure, on va donner l'opportunité au public de partager aussi à travers des questions sur l'activité de Sirius Capital. Et bien avant, j'ai bien envie de présenter 2 personnes. Voilà. On va demander aux jeunes de Bilisco, c'est comme ça on dit, Disco, Sofiane et Nango de venir. Voilà. En fait, c'est 2 jeunes qui ont compéti à travers une compétition lancée par Bilisco en Hollande et qui ont... Donc, je vais demander aussi à Wilfried Assis de venir. C'est sûr que vous connaissez déjà Wilfried. Voilà. Donc, Wilfried, merci encore d'avoir accepté de venir avec nos frères. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont été lauréats. Sofiane, c'est 2022 et Nango, c'est 2019. Voilà, ce sont des stylistes. Merci beaucoup, Eric. Donc, moi, je suis Assis, directeur stratégique du groupe Disco. Donc, le groupe Disco, c'est la marque Disco qu'on appelle compagnie hollandaise, Uniwax, Niji et GTP. GTP comme Uniwax et Ghana. Donc, voilà, un des projets pour nous, c'est d'accompagner les créateurs, d'accompagner les stylistes, les couturiers, de même que aussi nos distributrices, ainsi de suite. Parce que le groupe Disco ne veut pas seulement faire du business en Afrique. On décide de vraiment créer des relations gagnant-gagnant avec tout notre écosystème. Donc, ces jeunes que nous voyons là sont ceux qui ont gagné le concours Disco Fashion Fund. Donc, ils étaient 10. 10 gagnants, donc 2 de la Côte d'Ivoire, 2 du Ghana, 2 du Togo, 2 du Bénin, 2 du Congo et puis une dame de la Zambie. Et sur plus de 2000 candidatures, en fait, ils ont fait partie des 10, en fait, des 10 meilleurs. Et donc, pour nous, Disco et puis moi, je suis ivoirien, et c'est vraiment une fierté d'avoir ces 2 jeunes-là qui se distinguent, qui ont entre 18 et 35 ans, et c'est les meilleurs dans leur domaine. Voilà, donc, voilà, Eric, ça s'applaudit. Il faut noter que c'est Sofiane, non? Sofiane. Non, Sofiane. Tu es arabe. Ok, super. Il faut noter que Sofiane a confectionné une tenue pour vous, avec laquelle il est arrivé. On peut demander, voilà. 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 Merci. Oui, merci de venir avec la tenue de Sofiane. La tenue de Sofiane, s'il vous plaît. Je rajoute que vous avez tous droit à un voyage à Amsterdam, en fait, pour une formation accélérée en processus, et puis excursion, aussi business plan, et ils sont en plus juste dimanche. Voilà. On va Viens. Tu vas nous expliquer c'est quelle matière. Voilà. Voilà. Et viens. Comme ça, tu te mets à côté et puis tu pourras nous remettre. C'est vrai que ce n'est pas encore la série des cadeaux. Mais, voilà, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les matières que tu as utilisées. Bonsoir à tous. C'est une chemise faite à base de 2 matières principales. La bonne tissu qui est là, c'est le camondien, le pain traditionnel du peuple Koro de la Côte d'Ivoire, et puis avec le lait blanc cassé. Ici,
nous n'avons pas de modèle particulier. C'était juste pour mettre le pain de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire particulièrement en valeur. Nous avons cette tenue dans environ 55% de pain tissé et le reste en tissu uni. Merci, on va demander à Christelle de nous garder ça. Merci Sofiane, c'est vraiment gentil. Dans tous les cas, après tu laisseras ton contact, comme ça, nous on va passer voir les costumes en campagne. Oui, merci. On va arracher voilà, Sonia qui est lauréate de 2019, c'est ça? Oui. Oui, il y a fond dans le concours là. L'argent là, tu as mis ça où? Parce qu'il y a levé de fonds. Hein. Non, les fonds c'est pour investir dans notre entreprise. Oui, je veux dire aujourd'hui, c'est vrai que ce concours là vous a permis à vous tous de vous positionner. Mais à quel stade tu es aujourd'hui? Parce que c'est depuis 2019. Oui, c'est exact. Avec les fonds que Visco nous a donnés, j'ai pu m'installer à mon propre compte. On a fait la location du magasin, on a pu acheter des machines pour pouvoir démarrer l'activité. Petite question. À combien estimer ton chiffre d'affaires en 2021? Nous aussi, on aime les grosses transactions. Non, mais ce n'est pas une grande entreprise. Je dirais que mon chiffre d'affaires tourne autour de 900 et quelques. 900 et quelques millions. Et quelque chose. Félicitations. On est fiers de voir des Africains récompensés à travers ce type de concours. On vous souhaite vraiment bon vent et que vous soyez comme les Louis Vuitton, tout ça. Comme ça, demain, on va s'appuyer sur vous. Amina. En tout cas, on va vous accompagner avec les ovations du public. Merci et puis très bonne continuation. Alors, M. Cissé, voilà, c'est des jeunes. C'est des jeunes et on ne peut que les encourager à travers ce type de plateforme. Mais comme vous les voyez aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment de voir ces jeunes-là qui se battent, qui n'ont pas forcément eu la chance ou peut-être qui n'ont pas évolué dans les finances, dans l'économie, mais qui ont choisi de rester dans leur métier? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui leur dire, surtout pour ceux qui se disent que bon, être couturier, ça ne nourrit pas son enfant? Donc, je suis très, très admiratif devant tous ceux qui arrivent à poursuivre leur passion. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'on ait des modèles de réussite variés, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste d'un domaine d'activité bien précis, c'est-à-dire qu'on ait nos success stories, mais qu'aujourd'hui, on puisse avoir des success stories dans le pétrole, des success stories dans la communication, dans la mode. Je veux dire, tout ça permettra vraiment à stimuler la jeunesse parce que tout le monde n'est pas fait pour aller vers les mêmes métiers. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes sur un terreau fertile parce que dans tous les domaines, on peut réussir aujourd'hui. Super. Et ce qui m'amène déjà à vous présenter aussi une autre collection qui a été, qui a été faite par un de nos partenaires du nom de Ensa. C'est un jeune Ivoirien, malheureusement il n'a pas pu être là parce qu'il est allé au Bénin. Il fait de très 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 belles choses. Et, voilà. Donc c'est aussi voilà, tissé. Bon, moi je ne peux pas dire mieux que lui ce qu'il y a là-dessus, mais on voit que c'est fait avec le cœur. C'est le plus important. Voilà. Donc merci. Moi je ne comprends pas les partenaires. Moi c'est pas ma vie aussi. C'est pas grave. Comme c'est M. Cissé qui a l'honneur. Voilà. Donc, pour continuer, nous allons essayer de nous pencher un peu sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, on a pas mal de jeunes qui se battent aujourd'hui et qui ont, bien sûr, des difficultés, comme on le sait, hein, toujours problème de financement, alors que le financement n'est pas forcément, je dirais, entre guillemets, la seule clé de succès. Vous, aujourd'hui, de façon pratique, avec ce que vous avez vécu, quel est le conseil que vous pourriez éventuellement le donner? Merci. Je pense que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, la clé du projet, c'est vraiment la stratégie. La clé du succès et la flexibilité.
C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a un objectif clair. Un entrepreneur doit être plein de ressources et il doit être flexible. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à prendre la ligne droite, arrivez à trouver un moyen de commencer à une certaine échelle, de montrer ce que vous pouvez faire. Et petit à petit, gravir les échelons. Il y a très peu d'entrepreneurs que je connais à succès qui ont un business aujourd'hui qui correspond textuellement à leur vision initiale. C'est extrêmement rare. Mais généralement, ils ont une vision, ils ont une passion. Je veux entreprendre dans ce domaine d'activité et en fonction des opportunités et des embûches qu'ils ont sur le chemin, ils ajustent leur stratégie pour pouvoir évoluer. Je veux dire, vous voulez aujourd'hui, demain, faire de l'agro-industrie. Peut-être que vous n'avez pas l'argent pour faire une usine, mais rentrez dans le domaine. C'est-à-dire, oui, vous pouvez peut-être commencer par faire du trading. Après, vous pouvez commencer à faire par une petite unité. On a souvent trop d'entrepreneurs qui viennent avec, sans expérience, avec un business plan, un besoin de financement de 2 milliards, 3 milliards, alors qu'il n'y a rien de concret qui a été effectué. Donc, c'est vraiment ce que je recommanderais, d'être réaliste, de croire en son projet et de se dire que le financement vient de la stratégie avant tout. Si vous avez une entreprise qui convainc et qui est séduisante, les investisseurs vont suivre. Il y a plus d'offres de financement qu'il y a de demandes. Le problème, c'est qu'en face, ils ne trouvent pas des projets ou les entrepreneurs qui sont prêts à recevoir ces fonds. C'est en même temps le moment de saluer l'initiative d'un jeune, Honoré, qui a lancé une marque de vêtements aussi, qui s'appelle Vernis Rouge, que nous avons. Toi, au moins, tu es gentil. C'est ce que nous avons porté, nous, on va dire l'équipe de vidéo. Honoré, s'il te plaît, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Viens, s'il te plaît. Viens. Tu as eu une très belle occasion de rentrer en affaires avec le spécialiste de la levée de fonds. Peut-être que tu vas lever encore beaucoup de fonds pour pouvoir construire beaucoup de chemises. Voilà, c'est lui, Honoré. Merci beaucoup, Eric. La question, hein. Merci, grand frère. La chemise est en route. Je me présente, je m'appelle Honoré Diarra-Souva, cofondateur de la marque de vêtements Vernis Rouge. On a décidé de faire du Made in Africa World Class, c'est-à-dire produire localement des vêtements, principalement des chemises, aux standards internationaux de qualité. Parce qu'on a vu un filon qui était présent sur le marché, le filon du prêt-à-porter pour les hommes notamment, qui était plutôt occupé par les grandes marques internationales. Du coup, on s'est dit pourquoi pas nous. Nous avons démarré il y a 2 ans. On a bossé pendant 1 an avec des... On dirait que ça fonctionne pas. Non, vas-y. On a bossé pendant 1 an avec un sous-traitant. Depuis janvier, on a lancé notre propre unité de production. Du coup, ça m'interpellait lorsque vous parliez de mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire quelque chose et que les investisseurs viendront par la suite. On a commencé en janvier avec une machine. 10 mois ou du moins 11 mois plus tard, aujourd'hui, on est à 5 machines, une assistante, une capacité de production de 300 chemises mois. Donc voilà, on fait notre petit voilà, là je porte le Vernis Rouge, de la chemise au costume. Merci. C'est toujours un plaisir de le voir. On prend beaucoup de conseils avec lui. C'est vrai que c'est un jeune frère, mais il est très passionné par ce qu'il fait. Et félicitations encore et que Dieu te donne la possibilité d'habiller des chefs d'État. Avant de passer la parole au public, j'ai une petite question. Vous savez, les financiers là. Après, si c'est pas bon, ils deviennent politiciens. Est-ce que... Monsieur Cissé, est-ce que dans 5 ans, on vous voit politicien? Disons que c'est trop tard. À ce stade-ci, je veux dire, le choix que j'ai fait, c'est vraiment d'impacter par l'entreprise, par arriver à impacter les populations, mais en créant de la valeur à travers des projets. Je veux dire, je crois beaucoup au rôle du secteur privé en tant que pourvoyeur d'État, en tant que créateur de valeur. Donc, j'ai beaucoup à faire encore dans le secteur privé. Maintenant... Ça, c'est la parole des politiciens. Demain, on vous entend. Vous venez de quel village? C'est pas une village? Au Déné.
au dîner. Comment ça se passe là? Yeah. Voilà les grands du décalage. La prochaine fois, on va faire un tour là-bas pour voir comment ça se passe. Si on voit que ça n'évolue pas, on va demander à M. Cissé, allez vous présenter, laissez un peu Cyrus. Félix, tu vas gérer et puis il sera de l'autre côté. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour ce moment de partage. Nous allons donner maintenant la parole au public pour ceux qui ont des questions. Oni, voilà. On va enchaîner M. Cissé. Merci, je suis très admiratif. Je lui envoie à chaque fois des messages sur Instagram, donc c'est un plaisir pour moi. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Alors, je vais demander si ceux qui ont des questions sur M. Cissé, et je vais m'approcher des personnes pour qu'elles puissent poser leurs questions, tant techniques que personnelles. Monsieur Kamel. Une dame qui parlait d'un produit qui est nature, je crois, des produits de... C'est comment est-ce que tu t'accroches à un projet auquel tu tiens et que tu avances petit à petit, étape par étape, même quand vous avez des embûches ou quand vous n'atteignez pas forcément votre objectif, vous tendez à vous rapprocher de cet objectif-là. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais vous y arrivez. Et Ismaël est l'exemple même de ça. Et donc j'encourage Madame à continuer son projet. Je veux lui dire aussi que les gens comme Ismaël, ce n'est pas eux qui vont vers la politique. Souvent, c'est la politique qui va vers eux et ils sont souvent nécessaires aussi au développement de notre pays. Il a parlé d'une chose qui est très importante. Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, je suis moi-même entrepreneur et c'est vrai, je suis dans le pétrole, j'ai également d'autres entreprises, une dans le transport. Et quand j'ai commencé, je cherchais un moyen d'acheter des camions. Et je dis à Ismaël, écoute, moi je veux travailler, je veux voir des banques, et je veux qu'ils me financent, je ne comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut. Et il m'a dit, écoute, c'est une nouvelle société que tu crées, donc tu ne peux pas aujourd'hui demander un financement sur cette société-là. Donc ce que je t'encourage à faire, va voir, je ne sais pas si je peux dire leur nom, Cofina. Il me dit, va voir Cofina, sur cette nouvelle entreprise-là, il serait capable de te prêter de l'argent et ce serait complètement adapté à ce que tu veux faire. Et après, tu verras que tu passeras dans un autre système bancaire plus adapté. Tout simplement, et on a eu la discussion peut-être vers 14h, 16h j'appelle les gens de Cofina, 17h les gens de Cofina sont chez moi, 3 semaines plus tard, je reçois 150 millions de Cofina. Pour débuter vraiment sans se fatiguer outre mesure. Et il y a quoi? Il y a à peu près 2 ans et demi qu'on en a parlé. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard de chiffre d'affaires sur cette entreprise-là. Et en si peu de temps, pour dire qu'il y a des modes de financement qui sont adaptés. Il y a des moyens d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, il a parlé de microfinance. C'est par là que je vais terminer. J'aimerais qu'il nous en dise un peu plus, parce que je pense que ça peut être un outil très important pour le développement des entrepreneurs, parce que qui mieux que ceux qui ont commencé l'entrepreneuriat et qui arrivent aujourd'hui à financer l'entrepreneuriat peut aider ces personnes-là. Donc Ismaël, en tout cas, je te félicite et j'aimerais que tu nous en dises un tout petit peu plus sur la mix. Exactement. Agrandir votre vision. Kamel fait partie de ses amis là pour moi. Augustin Akou fait partie de ses frères là pour moi. Je veux dire, il faut choisir son environnement, dans son environnement des gens qui te stimulent et vous vous tirez mutuellement. Quand vous avez une petite baisse de régime, l'autre te tire et je pense que c'est comme ça qu'on avance ensemble quand on est en groupe. Pour parler de la microfinance, la vision de la microfinance, mon ambition, c'est d'arriver à financer, à créer de l'inclusion financière dans le monde agro-industriel, dans le monde agricole, dans le monde agricole. Donc, c'est vraiment d'aller vers le paysan et d'aller vers les sociétés. Mais avec un modèle d'affaires un peu plus innovant, c'est-à-dire qui s'appuie beaucoup sur la fintech, sur la technologie et surtout sur la création de valeur, parce que je pense qu'il faut aller vers la transformation. Donc il y a un modèle économique qui est derrière tout ça, sur lequel nous communiquerons à court terme. Et
c'est un peu ça la vision de la microfinance. J'en parle pas encore beaucoup parce que c'est pas encore le moment, mais je pense que l'idée, c'est pas de venir être une énième microfinance, mais c'est d'arriver à impacter vraiment le plus grand nombre. C'est aussi le moment de saluer Cofina parce que Jean-Luc Conan fut l'un de nos invités, on va dire, à la deuxième saison. Et, donc, ça ne me surprend pas de voir de telles initiatives de sa part. Et moi, c'est à encourager. Et pour les autres, n'ayez pas peur. Allez vers les microfinances, expliquez-leur vos projets et c'est sûr que vous aurez certainement le financement adéquat. En face, ceux qui ont des fonds, c'est des investisseurs qui diront bon, il y a des fonds, hein, il y a l'argent, mais souvent, les entreprises ne sont pas prêtes à recevoir ces financements. Je crois que Ismaël l'a dit tout à l'heure. Donc ma question est la suivante. C'est quoi une entreprise, donc start-up ou idée de business, qui serait prête en fait à recevoir un investissement? Quelles sont les caractéristiques qu'elle doit avoir? Comme je disais, il y a le porteur de projet. Est-ce qu'il a une compréhension de l'activité qu'il veut entreprendre? Est-ce qu'il a, comme on dit, il faut que le leader, les dirigeants de l'entreprise inspirent confiance. Donc ça, c'est le premier élément. Ils inspirent confiance quand ils savent où ils vont, quand ils ont une vision claire, quand ils montrent qu'ils comprennent le marché sur lequel ils veulent aller et qu'ils montrent qu'ils ont, à la limite, qu'ils ont déjà fait et qu'ils peuvent faire. Parce que, je veux dire, des idées, ça reste des idées, mais quand on montre ce qu'on peut faire, voilà pourquoi je disais toujours, c'est important de commencer quelque part pour arriver à montrer ce qu'on arrive à faire. Même si ce n'est pas forcément dans le même domaine, qu'on a réussi, je donne un exemple, un financier fera plus facilement confiance à quelqu'un qui a monté un grand poulailler pour faire une usine de cacao que quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Donc, je veux dire, il faut déjà que l'entrepreneur soit prêt. Après ça, il y a comment on structure l'entreprise. Quand on sait qu'on va faire appel à du financement, il faut dès le début se structurer en conséquence. C'est-à-dire arriver à mettre en place des procédures, avoir la comptabilité, avoir la gouvernance. C'est vrai que c'est agaçant. Moi, je dirais, mon DAF est là, il ne dira pas le contraire. Je veux dire, une des choses les plus embêtantes pour un entrepreneur, c'est souvent d'avoir un conseil d'administration. Mais en même temps, ça impose une certaine rigueur et qui fait que cette gouvernance, ça rassure les investisseurs. On se dit que effectivement, il y a des garde-fous qui sont en place parce que avoir un one-man show, aujourd'hui on pige dans la caisse pour faire un projet X, un projet Y, je pense que c'est donc la gouvernance. Donc d'abord, pour répondre à la question de manière plus succincte, il y a d'abord l'entrepreneur, le porteur du projet. 2, il y a la gouvernance. Et puis après 3, il y a le réseau. Il faut arriver à... Il faut défoncer des portes. Il faut chercher à créer le réseau dont on a... Si on ne l'a pas initialement, il faut le créer pour pouvoir avoir des accès. J'ai constaté dans mon parcours d'employé que très souvent les entrepreneurs sont passionnés mais ne sont pas formés. Est-ce que vous pensez que le fait justement d'être une entreprise qui présente bien devant une entreprise comme Cyrus Capital, qui est structurée, qui a une bonne gouvernance, c'est le manque de formation? Parce que souvent ils sont passionnés, ils veulent devenir grands, mais ils n'acceptent pas en fait les procédures, ils ne comprennent pas. Et nous qui sommes partis à l'école, présentement quelqu'un master en comptabilité, je vais expliquer à ton patron, non, il faut avoir des procédures, il faut faire ici. Mais il te dit c'est mon entreprise, c'est moi qui décide. Et après, on se retrouve, il y a un petit blanc qui manque. Donc, est-ce que vous pensez qu'on doit peut-être aujourd'hui emmener les entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait l'économie à l'école, de se former au management, surtout le management parmi des ressources humaines? Ça aussi, c'est quelque chose, je me rends compte que les gens savent sûrement pas prendre. Moi, j'ai vu comment vos employés ont parlé de vous. On se dit que c'est que vous êtes un patron qui sait mettre les gens à l'aise et qui honore. Mais il y a des employés, en fait, pas du tout. Ils te donnent l'impression que tu es le dernier maillon de la chaîne, tu n'as pas de moi à dire, c'est moi. Donc, est-ce que la formation, c'est un volet important pour entreprendre? Et puis, ma dernière question, c'est de savoir, quand tu débutes, quel est le meilleur régime d'imposition?
Oui, régime d'imposition. En général, on a tendance à se mettre en individuel. Aujourd'hui, d'autres personnes me disent non, mettez-vous plutôt en SARL pour donner l'ouverture aux gens de comprendre que vous n'êtes pas fermé à avoir des investisseurs. Mais moi, comme c'est ma première fois, je ne sais pas trop si ça va être un avantage ou ce serait me protéger d'être en individuel. Aujourd'hui, plus que jamais, on a des formations qui existent en ligne un peu partout. Et je ne dirais pas que, je pense qu'on apprend toujours, j'apprends toujours. Je veux dire, j'échange avec mon épouse qui est peut-être une meilleure manager sur certains aspects que moi. Et je veux dire, on apprend, c'est un apprentissage continuel. Et je pense que quand on pense qu'on est bon, c'est qu'on passe à quelque chose, à côté de quelque chose. Et il faut toujours apprendre. Maintenant, le régime d'imposition, en fait, l'idée à la base, c'est effectivement de minimiser le fardeau fiscal. Et tout dépend de l'activité que vous avez. Il y a des choix qu'on fait stratégiquement parce que peut-être, je veux dire, on doit réaliser des grosses levées de fonds. Mais je vous conseille de faire des choix. Oui, bon, SARL, on peut voir aussi le régime au sein des SARL. Voir si on peut se mettre au sein de minimiser cette charge fiscale et puis monter au fur et à mesure parce qu'on le sent, ce fardeau fiscal quand on commence à entreprendre. Et l'idée, ce n'est pas que les impôts vous mettent en difficulté financière. Donc, si vous avez la gouvernance, c'est pas corrélé avec votre régime fiscal. Vous pouvez avoir une bonne gouvernance, arriver, mais dépendamment de votre stratégie de levée de fonds ou quoi, je vous conseillerais de faire le choix qui aura le moindre fardeau fiscal sur votre activité. Mais nous pouvons avoir aussi des entrepreneurs qui, quand ils sont dans une entreprise, ont une logique où ils se disent, OK, comment on peut créer de la valeur? Qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau? Comment on peut innover? Et croyez-moi, il y a des entrepreneurs qui sont beaucoup plus prospères que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Et croyez-moi, quand j'ouvre une offre d'emploi, il y a beaucoup de CEO qui postulent. Donc c'est pour dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément le système magique. Je veux dire, même au sein d'une entreprise, on peut avoir ce mindset-là d'entrepreneur et puis arriver à créer de la valeur. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose par rapport au Meetup Business. Pour dire qu'aujourd'hui, nous passons à une autre étape, d'accord? Pendant ces 3 années où nous avons travaillé dur à développer des contenus, nous passons maintenant à la télé 100% digitale, où sera retransmis le Meetup que nous venons de faire, avec d'autres contenus on va dire, qui respectent notre ligne éditoriale, qui est le développement personnel. On aura des films et des séries qui seront orientés développement personnel. Et Inch'Allah, en janvier 2023, la télé, verra le jour. Voilà, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci encore à M. Ismaël Cissé.